Bonjour Adélie. Bonjour. Merci de venir sur le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter et un peu retracer ton parcours depuis ton enfance, comment est-ce que tu en es venu à étudier ce que tu étudies aujourd'hui? Alors, je m'appelle Adélie Antoine et je suis en 3e année, donc dernière année de thèse, et je travaille au labo L'Océan à Paris. Et je fais ce qu'on appelle de l'écologie alimentaire, donc j'étudie le comportement alimentaire d'un prédateur en Antarctique qui s'appelle le phoque de Weddell. Alors, comment je suis arrivée à travailler sur les phoques en Antarctique? Le parcours de toute ma vie, c'est un peu vaste, mais je pense que j'ai toujours eu envie de travailler sur les animaux, ça c'est certain. Et j'ai toujours aimé la science et j'ai toujours aimé l'Antarctique. Donc, quelque part, c'est assez logique. Et en fait, du fait de mon prénom, Adélie, qui est un territoire en Antarctique, mes parents m'avaient offert un livre sur l'Antarctique quand j'étais toute petite. C'était des photos de Frank Huxley, qui est un photographe qui avait accompagné une des premières missions au début du XXe siècle. C'était des photos en noir et blanc. Et c'était pas du tout un livre pour enfants. Enfin, c'était terrible, quoi. Il faisait très froid, les chiens, ils mouraient. Enfin, c'était, voilà. Mais ça m'a donné très envie d'y aller parce que je trouvais les photos magnifiques. Et je me suis renseignée comment faire. Et donc, j'ai fait une licence de biologie et de philo. J'ai fait un parcours après en écologie, en master, et j'ai fait une thèse très classique. Ok. Voilà. Mais du coup, tu avais l'envie d'aller en Antarctique depuis le début, en fait. Oui, vraiment. Okay. Ah ouais, vraiment. C'est ça qui a motivé toute la suite, quoi. Ah bah oui. Okay. En fait, je savais que je voulais travailler avec les animaux, mais je savais que je voulais travailler dans un endroit magnifique. Voilà. Et l'Antarctique, c'est magnifique. Donc, voilà, j'avais envie d'y aller et j'ai fait tout ce que j'ai pu après. Voilà. Et du coup, comment est-ce que tu as trouvé l'opportunité de faire une thèse qui allait faire en sorte que tu puisses aller en Antarctique? Alors, quand je suis arrivée en première année de licence de biologie, j'ai eu un prof de biologie animale qui a dit que lui-même travaillait sur les poissons de l'Antarctique. Je me rappelle, j'étais allée le voir et je lui avais dit « Monsieur, c'est formidable, comment faire ?» Et il m'avait un peu dit « Écoutez, faites de la biologie, puis de l'écologie, et voilà. » Et en fait, après, j'ai eu d'autres profs qui aussi, eux, avaient des collègues. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'allais voir les profs et je leur disais « J'adore l'Antarctique, j'aimerais tellement y travailler. » Et puis, il y en a certains qui étaient un peu sans réponse. Et puis, au bout d'un peu, quelqu'un m'a dit « moi, je veux bien faire un stage de M1. » Et donc, j'ai fait un stage de M1 sur le subantarctique. Ça m'a rapproché de l'Antarctique. Et à l'issue de ce stage de M1, j'ai dit connaissez-vous des collègues? Et j'ai proposé à des collègues qui sont aujourd'hui mes directeurs de thèse, puisque le stage s'est transformé en thèse derrière, en M2, quoi. Ok. Voilà. Encore une fois, très classique. Très classique. Et est-ce que tu pourrais du coup présenter ton sujet de thèse? Ouais, alors donc, moi je travaille donc, sur un prédateur marin. Donc cette fameuse, c'est le phoque de Weddell, c'est le nom de l'espèce. Et je travaille sur à peu près une vingtaine d'années de données qui sont enregistrées avec des balises. On place une balise sur la tête de l'animal, on appelle ça de la biotélémétrie en français. Et ça enregistre des données comportementales et océanographiques. In situ, c'est-à-dire là où va aller le phoque exactement, j'ai la température et la salinité, là où il était. Et donc moi j'essaie de comprendre son comportement alimentaire, essayer de voir à peu près comment ce comportement alimentaire a évolué au cours de la série temporelle, et faire le lien entre les variations du comportement alimentaire et les variations des conditions océanographiques et de glace de mer, qui ne sont pas des données enregistrées par les balises, mais on y a accès par ailleurs. Et j'essaie de croiser tout ça pour voir si j'ai un lien entre tous ces paramètres. Et en plus de ça, il y a dans ma série temporelle qui commence en 2006, sur la station du Mont d'Urville, il y a eu un événement de brisure d'un glacier, un très gros glacier à côté. C'était purement mécanique, il y a un iceberg qui a tapé dans la langue du glacier, ça l'a cassé. Sauf que ça nous sert d'expérience naturelle sur ce qui pourrait se passer à l'avenir en Antarctique. Et donc moi, je m'intéresse beaucoup à cet événement-là. Est-ce qu'il y a eu un changement du comportement des animaux? Vraiment, moi, c'est l'écologie de l'animal qui m'intéresse. Et après, essayer de voir s'il y a des changements océanographiques après ce vélage, ce qu'on appelle un vélage d'un glacier, donc la brisure de la langue glaciaire. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu pourrais en parler un peu plus de ce phoque? Combien il y en a à peu près? Ouais, alors en Antarctique, il y a plusieurs espèces de phoques.
déjà. Ils sont protégés, c'est une espèce, aucune exploitation qui est possible, on ne peut absolument pas les exploiter. Et le phoque que j'étudie, c'est un phoque, l'espèce n'est pas menacée pour l'instant, on considère que son état est stable. On le trouve sur la totalité du continent antarctique, ce qu'on appelle une distribution circumpolaire, donc il fait le tour du continent antarctique. Okay. Et après, pour essayer de suivre les populations, donc nous, c'est une population qui est suivie donc, par biotélémétrie et aussi par des marquages. On va marquer des individus tous les ans, donc des veaux et puis des adultes. Les veaux, c'est les bébés du phoque. Et ça, c'est fait au niveau de beaucoup d'autres stations en Antarctique. Et puis on a essayé de faire des comptages aussi, donc essayer de compter les individus. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup plus de colonies de phoques que de stations en Antarctique, donc ça c'est fait par satellite. On va prendre des satellites de la glace, on voit les points qui sont des phoques. Et sauf que ça c'est biaisé par les femelles, parce que les femelles passent beaucoup plus de temps sur la glace que les mâles. Le dernier comptage en date qui a été fait, qui date de 2021. On a 202 000 individus comptés, donc avec un biais sur les femelles, on peut pratiquement dire qu'il y a un ratio 50-50 mâle-femelle. Ça donne une idée de la population. Voilà. Ok. Et donc c'est des individus c'est une espèce qui est très côtière, qui va pas tellement s'aventurer sur ce qu'on appelle le plateau océanique, la zone océanique, quoi. C'est très côtier, c'est des populations ouvertes, donc il y a des échanges entre les populations. Donc les phoques qui sont dans la population que j'étudie peuvent aller dans les autres populations qui sont à côté. Et puis après, ce qui les caractérise vraiment, c'est qu'ils vivent tout leur cycle de vie sur la glace. Quand on dit le cycle de vie, c'est la reproduction, donc la naissance. Ils sont tout le temps sur la banquise, donc la glace de mer. Et ils vont accéder à la glace par des trous qu'ils font dans la glace. Et c'est un peu la petite spécialité des phoques que j'étudie. Où en fait, ils vont faire des trous avec leurs dents et ils vont les entretenir. Et en fait, ils vont se mettre dans l'eau et ils vont gratter comme ça avec leurs dents. C'est circulaire, quoi. Et pour entretenir ces trous de glace. Ils mettent longtemps à faire ça ou... Alors, longtemps, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une étude qui a été faite sur l'efficacité. En l'occurrence, ils ont une implantation des dents qui est particulière, qui a un angle qui est particulièrement bien prévu pour pouvoir gratter la glace. Et en fait, c'est un peu aussi ce qui définit les colonies. En réalité, c'est pas une espèce très sociale. Il n'y a pas de partage sur l'élevage des petits. C'est la mère, elle s'occupe de son petit. C'est pas mis en commun. C'est pas comme les manchots, où on a des colonies de manchots avec tous les petits au centre et les adultes qui peuvent faire des nurseries, etc. Il n'y a pas ça. Ce qui va un peu faire en sorte qu'ils vivent en colonie, c'est en fait cet accès aux trous de glace qu'ils sont obligés de partager, parce que sinon ils n'accèdent pas à l'eau, donc ils ne peuvent pas manger, quoi. C'est contraint, quoi. Ok. C'est un peu une infrastructure qu'ils ont en commun, quoi. Oui. Et après, en fait, nous, quand on approche et qu'on va poser la balise sur un des individus, les autres vont pas chercher à le défendre, par exemple. Il n'y a pas cet échange social-là, pas du tout. Non, là-bas. Ok. Et il y a combien de balises en tout qui ont été posées sur les phoques et aussi à quoi ressemble une balise à peu près ? Ah ouais, alors une balise, ça fait, je sais pas, une dizaine de centimètres, c'est un petit rectangle, quoi, c'est un peu épais, ça fait peut-être 5 centimètres, et puis il y a une antenne, alors avant elle n'était pas souple, maintenant elle est souple, l'antenne qu'on met dessus, et... alors, sur toute ma série temporelle, donc c'est vraiment les données qui sont issues d'un programme qui s'appelle A7 1182, qui est un programme qui est soutenu par l'Institut polaire français. Okay. Ce programme, il a été lancé en 2006 et on a 18 années de données. Et sur ces 18 années de données, on a 86 individus. Voilà, donc on a 86 phoques qui ont été équipés. En moyenne, dans l'année, on en équipe, au tout début de la série temporelle, on en équipait peut-être 4, 5. Maintenant, on en équipe entre 8 et 9 à peu près par an. Ok. C'est limité par des contraintes éthiques, déjà. On n'a pas le droit d'équiper toute la population. Ce ne serait pas possible. Et puis financier aussi, puisqu'une balise, ça coûte assez cher, en fait. D'accord. Voilà. Mais éthique parce que globalement ils le vivent mal d'avoir des balises ou... Alors, sur le comportement, on remarque pas de changement. En fait, nous, ce qu'on fait, l'intervention qu'on fait, elle est très courte en fait sur l'animal puisque c'est très peu invasif en fait. Voilà, on utilise une colle puis on met sur le poil et puis en fait ils ont une mue annuelle. C'est pas comme nous, on perd nos cheveux tout le temps. Les chiens, les chats, ils perdent leur poil tout le temps. Le phoque, il va avoir une mue annuelle qui a lieu à la fin de l'été à peu près, donc à peu près en février en gros. Parce que l'été austral, c'est à l'inverse de nous. Et tant qu'il n'y a pas eu cette mue, la balise reste, a priori, peut rester collée sur les poils. Donc on peut coller sur les poils, il n'y a pas de problème. Okay. Et l'intervention, ça dure, je sais pas, ça peut durer 20 minutes, quoi. C'est pas très très long. Ça va.
Mais en termes éthiques, en fait, de toute façon, toute expérimentation scientifique en Antarctique, elle est extrêmement surveillée, puisque c'est une zone qui est très protégée, qui a été protégée par plusieurs signatures de traités. Il y a le traité de l'Antarctique qui a été signé, il y a le protocole de Madrid qui est venu rajouter, en plus du traité de l'Antarctique, je crois que c'est 56 ou 58, la signature du traité de l'Antarctique à vérifier. Le protocole de Madrid qui a été rajouté par-dessus, il a pour but de vraiment apporter une vraie protection sur l'environnement. Donc voilà, il y a énormément de... Tout ce qu'on fait, toutes les activités, même l'installation des bases scientifiques en Antarctique, la gestion des déchets, le traitement des eaux, etc., c'est extrêmement surveillé pour éviter d'avoir un impact trop fort sur l'environnement. Donc forcément, nous qui agissons sur des animaux, même si c'est pas très invasif, ça demande quand même de capturer l'animal, ça demande quand même de le tranquilliser, puisqu'on va lui mettre un gaz qui va le tranquilliser pour pouvoir accéder au-dessus de sa tête sans risquer de se faire mordre les doigts, quoi. Et tout ça, forcément, c'est très régulé et on ne peut pas faire ce qu'on veut, heureusement. Ouais. C'est quand même une bonne nouvelle, je trouve. Et franchement, déjà, avec la série temporelle qu'on a, on voit des choses super. Enfin, voilà. Ok. Ouais. Et du coup, c'est toi qui t'as pu poser des balises sur des phoques ou Oui, alors... Je n'ai pas posé les balises dès 2006, malheureusement. Non, j'y suis allée en février 2024. C'était la première fois ? C'était la première fois et en fait, pour l'instant, il n'y a pas de suite. Enfin, je veux dire, je devrais pas partir là prochainement, pas que D'accord, je sache. ok. En fait, c'est assez compliqué en réalité d'envoyer quelqu'un sur le terrain. Moi, c'est pas tellement des choses que je maîtrise puisque en tant que doctorante, c'est pas moi qui ai fait le dossier administratif. Enfin, c'est mes directeurs de thèse qui ont géré ça. Ce que j'en sais, c'est que c'est assez compliqué, c'est assez coûteux et ça passe par l'intermédiaire de l'Institut polaire français qui va financer la mission. Et en fait, c'était un peu prévu dans mon contrat de thèse quelque part que j'y aille une fois pendant ma thèse pour que je vois, et ça change vraiment beaucoup la manière de faire de la recherche sur ce sujet une fois qu'on a vu. Une fois qu'on a vu comment l'animal se comporte, une fois qu'on a vu à quoi ça ressemblait la banquise, ça change beaucoup. Ça change l'intérêt qu'on a dans sa recherche aussi, forcément. Forcément, et puis l'année prochaine, il y a un doctorant qui a commencé sa thèse cette année, l'année prochaine, ce sera, s'il y a une place, c'est lui qui irait, quoi, ce qui est normal. Donc, explique un peu comment on y accède en fait, parce que tu étais à Paris du coup. Ouais. Depuis Paris, comment on fait pour aller en Antarctique ? Alors, depuis Paris, on prend l'avion jusqu'à l'Australie, et en fait jusqu'à la Tasmanie, qui est l'île sous l'Australie. Ok. Et en fait, la Terre Adélie, donc le territoire français en Antarctique, là où est la station du Mont d'Urville, qui est la station scientifique où je suis allée, c'est à peu près en gros sous la Tasmanie. Donc on prend l'avion jusqu'à la Tasmanie. Et après, on a un bateau qui est l'Astrolabe, qui est un bateau militaire, un brise-glace militaire, le seul brise-glace militaire français, qui est démilitarisé pendant les périodes d'été austral, où il va effectuer, 4 à 5 rotations. C'est comme ça qu'on appelle ça, c'est un aller-retour, en fait, entre la Tasmanie et la station scientifique. Donc on part de la Tasmanie, on est embarqué à l'aller, on est laissé sur place. Il, à peu près il fait à peu près 70 mètres de long. Ok. C'est pas un très gros brise-glace. Voilà, il fait des bonnes rotations et ça permet d'amener donc la nourriture, le matériel scientifique, ça assure la logistique en fait. Voilà. D'accord, ok. Donc le fuel pour la station, voilà, il y a beaucoup de... Parce que c'est des groupes électrogènes, beaucoup sur la station. Ouais, c'est sûr. Et puis ramener les déchets au sens retour, ramener des déchets et puis ramener les scientifiques qui eux repartent. En fait, on s'échange un peu, on tourne un peu sur la station comme ça. Moi, quand je suis arrivée, on était 3 à arriver et ils étaient, je sais plus, une vingtaine à repartir, quoi. Donc il peut y avoir des... Voilà. Et donc toi, t'es arrivé en février 2024 ? C'est ça, je suis arrivée début février 2024. Donc c'était... en fait, c'est pendant la journée, en fait. Enfin, pendant la... Tu veux dire le jour complet, enfin quand il n'y a pas de nuit C'est ça, Oui, alors donc, la station du Mont d'Urville, elle est sur l'île des Pétrels, pour être très précise. Donc elle est à 5 km du continent, donc techniquement je ne suis pas allée sur le continent, mais bon, c'est une île, c'est très bien quand même. Et en fait, on est à des latitudes nord, enfin sud en fait, mais nord par rapport au continent, quoi, qui sont suffisamment hautes pour qu'il y ait assez peu la période où il n'y a pas de nuit est pas très longue en fait. D'accord, ok. Donc moi, quand j'y étais, il n'y avait pas beaucoup de nuit, mais le soleil disparaissait quand même très légèrement. C'est resté rosé, quoi. J'ai pas eu de jour complet. D'accord, et quand je suis repartie, il y avait déjà de la nuit. D'accord, ok. Voilà.
Et c'est juste que les couchers de soleil durent vraiment longtemps. Les couchers de soleil durent très longtemps et puis oui, ça reste marrant. En fait, ça m'a pas du tout perturbée, c'est un peu bête, mais les rideaux sont très bons dans les chambres, honnêtement. Mais je pensais avoir du mal à dormir ou pas du tout. J'étais tellement fatiguée de mes journées sur le terrain, honnêtement, le soir je fermais les rideaux, c'était noir, je dormais. Et du coup, sur ce brise-glace démilitarisé temporairement, il y avait qui exactement, quel type de personnes Alors, les personnes qui sont venues sur la station avec moi, donc il y avait un autre scientifique qui travaillait aussi sur les phoques, puisque comme c'était la première fois que j'allais sur le terrain, bien sûr, c'était impossible pour moi de gérer toute la partie manipulation, attraper les phoques, etc. Donc je suis partie avec, c'est un scientifique qui est australien, il s'appelle Clive McMahon, qui m'a formée en fait sur place et qui est venu avec moi. Donc il était sur le bateau. Puis après, il y avait deux autres personnes, une personne qui travaille au TAF, donc les terres australes et antarctiques françaises. Ils se rendaient sur place pour faire un état des lieux de je sais pas sur quoi ils travaillaient, et quelqu'un de l'IPEV, donc l'Institut polaire, Paul-Émile Victor, l'Institut polaire français, qui travaille sur tout ce qui est hygiène, sécurité, etc. Donc lui, il venait aussi faire son enquête. Et après, le reste de l'équipage, en fait, c'est des militaires de la Marine nationale qui sont attitrés à ce bateau, en fait, et je crois qu'ils peuvent y rester, alors je sais plus, est-ce que c'est 2 ans ou 3 ans, et puis après, ils doivent partir faire autre chose, et ils sont sur leur bateau, en fait. Il y a 2 équipages qui se relaient sur l'Astrolabe. Et donc, eux, ils se mettent au service de la logistique antarctique, en fait. Donc, ils arrêtent leurs activités de sécurité ou de défense, et puis ils font uniquement les trajets et ils font tourner le bateau, quoi. Donc, c'était des militaires. Ils se levaient tôt et tout. Et du coup, et comment ça se passe en termes de télécommunication ? Est-ce que tu as accès à Internet ou comment ça se passe ? Oui, alors... historiquement, il n'y a pas d'accès à Internet. Moi, quand j'y étais à l'aller sur le bateau, j'avais pas du tout de connexion, j'avais rien. Et en fait, de toute façon, j'étais tellement malade, parce qu'on est très malade sur ce bateau. Franchement, c'est terrible, la trajectoire, personne n'est épargné, sauf les marins, franchement. Je m'en fichais, en fait. Et puis après, sur la station, on a un accès Internet qui est limité. Les personnes qui sont dites hivernantes, c'est-à-dire celles qui vont rester toute l'année, elles ont un accès à Internet qui est beaucoup plus vaste que nous. Et en fait, c'est de connexion, je crois que c'est satellite, en fait. Et moi, j'avais une adresse mail qui était l'adresse mail de la station, fournie par l'Institut Paul-Émile Victor, directement. J'avais WhatsApp, qui marchait pas très bien. Et au retour sur le bateau, on avait Starlink, en fait. Donc, j'ai eu un Internet incroyable sur le bateau. D'accord, ok. Mais j'avais pas à l'aller. Je sais pas pourquoi. D'accord. Ils ont installé Starlink. Je crois, Et ok. Et là, du coup, tu pouvais faire des appels vidéo. Oui, que j'ai pas fait parce qu'en fait, j'avoue que je trouvais ça formidable en fait de me dire que j'étais loin de toute installation humaine. Ce dont on se rend pas compte. Honnêtement, moi, je suis arrivée sur place, je me suis pas dit le prochain humain, il est à des millions de kilomètres. Ça m'a pas du tout marqué. En fait, on était 40 sur la base, il y a du monde, voilà. Mais je trouvais ça sympa malgré tout d'être un peu coupé, quoi. Ça fait partie du plaisir du truc. Il y a une cabine Skype aussi. On peut faire des appels Skype. Ah ouais. Que j'ai utilisé. Parce que c'est isolation maximale en fait. Parce qu'il y a 40 personnes du coup qui restent dans cette base, qui font des recherches. En gros, à quoi ressemblent les journées ? Est-ce qu'il y a des repas en commun ? Est-ce que c'est... Oui. Alors, sur les 40 personnes, étonnamment, on était 7 à faire des activités scientifiques. Le reste, c'est des personnes qui font tourner la base quelque part. Il y a un médecin, en l'occurrence c'était une femme, il y avait une boulangère pâtissière, un cuisinier, un gérant postal, puisqu'on peut envoyer des lettres, un responsable de la station qu'on appelle le chef de district, qui lui est là pour représenter les terres australes et antarctiques françaises sur le territoire. Et un préfet des terres australes et antarctiques françaises et son délégué quelque part, c'est le chef de district. Et puis après tout le reste, il y avait menuisier, électricien, il y avait une personne qui était responsable de toutes les installations scientifiques qui collectent des données sans qu'il y ait des scientifiques forcément sur place, tout ce qui est tout ce qui est satellite, champ magnétique, tous ces trucs-là, c'était lui qui gérait. Il y a énormément de personnel technique en fait sur la station. Franchement, c'est ce qui fait que les bases existent, c'est ce qui fait que les bases
continuent à tourner et c'est ce qui fait qu'on peut avoir des activités scientifiques et donc en fait ils sont majoritaires souvent sur la station en termes d'effectifs. D'accord. Et les repas, oui, sont faits complètement en commun. C'est assez simple en réalité, la vie s'organise facilement. On a un dortoir, on a une salle de vie commune avec cuisine, repas, on mange tous à des heures fixes, on a des radios, et donc on entend c'est le repas, donc on arrive. Il y a des goûters qui sont organisés les mercredis après-midi. Ça, honnêtement, la vie ressemble un peu à un refuge de montagne, un truc comme ça, quoi. Ouais. Voilà, on a notre labo. J'aurais plutôt dit une base martienne, là. Oui, alors forcément, il y a un côté comme ça. Parce qu'on vit un peu hors du monde, quoi, forcément. On a quand même tous les jours un rapport sur le site, il y a un intranet sur la station, puis on peut avoir accès à des nouvelles du monde, quoi. Il y a un accès, en fait, aux médias, etc. On peut pas complètement déconnecter. Les gens ont quelle tranche d'âge à peu près c'est une bonne question, c'est très variable en fait. Les personnels scientifiques les missions scientifiques sont principalement assurées par des volontaires service civique, qui sont donc jeunes. Et pendant l'été austral, donc pendant les campagnes d'été, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est de octobre à fin février en gros. Là, il peut y avoir des chercheurs, chefs de programme ou des chercheurs qui viennent juste participer, donc là, ils sont un peu plus âgés. Et puis après, dans le personnel technique, franchement, c'est très très vaste. Là, je me suis liée d'amitié avec des personnels techniques qui devaient avoir, je sais pas, une 60aine d'années, quelque chose comme ça. Peut-être, voilà, pas beaucoup plus parce qu'il y a une limite d'âge, je crois, que je ne connais pas, mais il me semble qu'il y a une limite d'âge. Et puis après, il y en a des beaucoup plus jeunes. Je pense que le plus jeune, il devait avoir 21 ans, quelque chose comme ça. Ok. C'est jeune. Ah ouais, et dehors, en fait, il fait quelle température ? Alors, quand j'y étais, il faisait pas très froid, franchement. On tournait autour de, je sais pas, moins 10, quelque chose comme ça, ce qui est... D'accord, ok. Franchement, des températures qu'on a quand tu vas faire du ski, tu peux avoir... bon. Non, ouais. Ouais, il fait quand même froid. Okay. Mais pas si froid que ça. Le problème, c'est le vent. Vraiment, c'est le vent. Et il y a tout le temps du vent. Le vent, en moyenne, il est à, je sais pas, 30 km/h, quoi. En gros, avec des pics qui peuvent monter à 200-300 pendant l'hiver. Il y a tout le temps du vent, donc c'est plutôt la température ressentie. Après, en fait, c'est difficile à décrire parce qu'on est très bien équipés, déjà. On a des bonnes vestes qui nous sont données, on est tout le temps avec des gants, on est tout le temps en bonnet. Et en fait, on est tellement actifs que j'ai pas du tout souffert du froid. Il y a peut-être une fois où vraiment j'ai eu très 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 froid, mais j'étais statique. Et il fallait qu'on bague des oiseaux, et c'était très très long. Mais sinon, il fait pas si froid. L'hiver, ça peut descendre plus bas, ça peut descendre à moins 30. Ouais. Voilà. Mais je l'ai pas vécu. Je ne sais pas si c'est si terrible que ça. Et donc toi, t'es resté combien de temps du coup ? Je suis restée 4 semaines, un peu moins de 4 semaines. 4 semaines, ok. Voilà, entre les deux allers-retours du bateau, donc les 2 rotations. D'accord. Je suis partie à la dernière rotation. Voilà. D'accord. Et donc pendant ces 4 semaines, en fait, t'as fait essentiellement baguer des oiseaux et mettre les capteurs sur les... Ouais, alors moi on avait 9 individus phoques de Weddell à équiper, donc on avait 9 balises et on a eu un temps magnifique, franchement. On a eu super beau temps. Malheureusement, il y avait très peu de glace autour de l'île des Pétrels, qui est un tout petit îlot. Vraiment, c'est minus. Et la banquise était très localisée à un endroit. Et comme je l'ai dit, les phoques que j'étudie sont inféodés à cette glace de mer. Donc l'endroit pour les trouver, c'était très restreint. Ce qui a, paradoxalement, facilité notre travail, puisque en quelques jours, on avait équipé tous les phoques qu'il fallait. Et puis après, l'autre mission qu'on m'avait confiée, qui donc n'était pas mon programme, mais qui est un autre programme de recherche, c'est le même programme, mais c'est un autre... sujet de recherche, c'est sur les phoques crabiers, qui sont une autre espèce de phoque, et qu'il fallait aussi équiper avec des balises. Et ça, les phoques crabiers, ils se trouvent pas trop sur la glace de mer qui est rattachée au continent, qu'on appelle la fast ice. C'est de l'anglais, mais en gros, c'est la ice fasten, donc accrochée aux ice shelves au continent. Il se trouve dans la pack ice, qui est un autre type de glace de mer, qui est une glace de mer qui se trouve plus loin et qui est constituée de plaques plus espacées. Donc ça, c'est accessible, soit on en trouve à proximité, soit on y va en hélicoptère. Donc j'ai passé un certain temps de prospection, en fait. Et puis en fait, on n'a pas trouvé ces individus, parce qu'il y avait très peu de glace cette année-là. C'était une année où il y avait vraiment très très peu de glace de mer. Et donc on n'en a pas trouvé. Et donc j'ai passé mon temps à faire un peu de prospection, et puis après on file un coup de main, parce que c'est indispensable sur la station. Enfin, le temps passé à aider aux tâches est vraiment fondamental. Il y a une organisation de coopération sur la station qui fait que ça fonctionne. Et il faut passer du temps. Donc j'ai passé du temps en cuisine,
j'ai passé du temps à aider pour faire des petits trucs un peu rapides. Et puis j'ai aidé donc les ornithologues, puisque eux avaient besoin de coups de main aussi. Et je suis pas du tout ornithologue moi-même, mais je prenais des notes à côté. D'accord, voilà. D'accord. Et ça, l'entraide, c'est indispensable sur la station. C'est vraiment un truc important. Ouais. D'accord. Et quand tu es parti, quand tu as quitté la station, tu étais triste de la quitter ou soulagé Non, c'était hyper dur. Non, c'était horrible. En fait, ce qui est terrible, c'est que, donc, comme je l'ai dit, il y a une partie de l'équipe qu'on appelle des hivernants. Moi, j'étais une campagnarde d'été, comme ça qu'on s'appelle, puisqu'on fait les campagnes d'été. Puis il y a les hivernants. En fait, il n'y a personne qui habite sur le continent antarctique. Il n'est pas habité. Il y a uniquement des scientifiques qui peuvent être logés pour une année. Pas des scientifiques, pardon, des personnels de l'Institut polaire français. Donc il n'y a pas que des scientifiques, justement, il y a beaucoup de techniques en réalité, de personnel technique sur les stations. Donc ils vont y rester une année, voire un peu plus. Et donc quand on est le dernier bateau à partir, on a une vingtaine de personnes qui restent sur la station et on leur fait coucou et le bateau s'éloigne. Et en fait, cette vision-là d'avoir sur un tout petit caillou, où en plus, comme je l'ai dit, il n'y avait vraiment pas de glace, donc c'était vraiment un caillou isolé, avec ces espèces de bâtiments rouges et bleus, et puis on leur dit au revoir. Ah, mais c'était terrible. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que comme tout bateau, il est équipé d'une radio, et la station aussi. En fait, le bateau s'est calé sur les ondes de la station. Et on se parlait jusqu'à ce que ça capte plus, et c'était terrible. Vraiment, je crois que j'ai pleuré, mais c'était terrible. J'étais une madeleine. C'était un au revoir. Ouais, et puis le retour en France, c'est pas facile après, je trouve. Et pourquoi ? Je pense que c'est pas facile parce que déjà c'était un rêve personnel d'y aller. Ouais, forcément. Il y a eu un peu ce truc où je suis rentrée, je me suis dit c'est fait. Qui est un peu bizarre. C'est fait, on a vécu un truc de fou sur le terrain et après il faut retourner à son travail de thèse, à son travail d'ordinateur, faire du code informatique et tout. Donc c'était voilà. C'est différent quoi. Et puis, je pouvais pas m'empêcher de me dire, je n'ai aucune nouvelle de ces gens. C'est très important aussi de les laisser vivre leur expérience d'hiver en Antarctique. Donc, pas chercher à envoyer des messages, comment ça va et tout. C'est bien de les laisser. Et ouais, non, ça a été... Mais même encore maintenant, en fait, quand j'ai appris là... je veux dire, je sais pas que je l'ai appris, c'est normal, mais... Il y a eu un changement d'équipe là qui a eu lieu à peu près en octobre du coup, où tous les hivernants sont partis et où des nouveaux sont arrivés. Et où je me suis dit, oh là là, mais toutes les personnes que je connaissais ne sont plus sur la station, c'est plus la même chose. Enfin voilà, ça reste quoi. Ouais. J'espère un jour y retourner. Ah ouais, c'est... ouais. Et est-ce qu'il y a des touristes aussi ou aucun ? Alors oui, il y a des touristes. Le tourisme en Antarctique, il se développe de manière vraiment exponentielle récemment, mais il existe depuis plusieurs années. En fait, l'Antarctique, c'est un continent qui est très éloigné de toutes les terres habitées, à l'exception de la péninsule antarctique qui rejoint pratiquement le continent, l'Amérique du Sud. D'accord, ok. Et cette zone-là, qui est la zone qui contient le moins de glace, puisque c'est celle qui remonte le plus au nord du continent antarctique, il y a du tourisme là-bas depuis plusieurs années. Et en fait, là, récemment, alors je crois que ça devait être en 2021, puisque ma directrice de thèse était sur le terrain. Ma directrice de thèse, elle s'appelle Sarah Labrousse, et elle a participé à des articles justement pour en parler de ce tourisme en Antarctique. Puisque sur la station du Mont d'Urville, là où normalement on n'est pas habitué à avoir des touristes, et il n'y en a pas, puisque c'est un espace qui est protégé. C'est pas un espace où en fait on peut venir et profiter du lieu et s'approcher des animaux, etc. C'est un espace naturel qui est protégé. C'est un environnement qui est fragile. C'est des animaux qui ne sont pas habitués à la présence humaine. Nous, on a des précautions énormes quand on les approche. On fait attention à tout l'impact qu'on peut avoir. C'est de la pollution humaine, c'est de la pollution sonore, c'est de la pollution tout court en fait dans l'océan. Et il y a eu un bateau d'une compagnie française qui est arrivé et qui s'est approché. Et en fait, c'est assez terrifiant. Moi, j'ai vu des photos où en fait, on a des animaux et les bateaux de touristes sont super proches, presque beaucoup plus proches que ce que les scientifiques auraient le droit d'approcher. C'est vraiment... c'est assez difficile de... c'est un vrai débat, en tout cas, dans la communauté antarctique, scientifique antarctique. La question du tourisme, elle est compliquée. Elle est compliquée parce qu'il y a pas mal de compagnies touristiques qui proposent ce qu'on appelle des croisières d'opportunités. Ouais, ok. Où ils disent, voilà, on embarque 1 ou 2 scientifiques et en fait, c'est super parce que ça paye. Ouais. Quelque part, ça paye la mission. Et puis, vous pouvez faire votre recherche à la condition que vous fassiez quelques conférences. Et ça banalise, en fait, je trouve... ça banalise ce tourisme, ça lui donne une fausse crédibilité. Voilà.
je soutiens pas forcément ça. Après, voilà, moi, je suis une nouvelle entrante dans la recherche. Je suis juste au niveau de la thèse. Et tous les rouages de financement de la recherche, etc., c'est pas encore des choses que je connais. Et je pense que, sans doute, quand on y est confronté, c'est vraiment une question qui est difficile. C'est assez simple, de mon point de vue, qui suis nouvelle et qui ne connaît pas tout ça, de dire non, on n'y va pas. En fait, c'est plus compliqué que ça. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord. Mais a priori, je pense que le tourisme en Antarctique, c'est une catastrophe. Honnêtement. Okay. Vraiment. C'est terrible. C'est terrible parce qu'en plus, mais il y a en plus des différences sociales, puisque c'est des croisières qui coûtent une fortune absolue. Ouais, il y a un côté où il faut cocher, donc un côté de consommation. J'ai fait tous les continents, y compris l'Antarctique. Ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, consommer comme ça les ressources de la planète pour aller observer un animal. Et en plus, il y a certains scientifiques qui ont bénéficié de ces croisières d'opportunités et qui disent les personnes sur le bateau s'en fichaient complètement de la nature autour, quoi. Ouais, ok. Ils n'étaient pas du tout passionnés, quoi. Donc bon, j'avoue que moi, ça me fait un peu mal, c'est un peu inquiétant. Et pour l'instant, l'Antarctique est un continent qui est réservé, comme dit, je crois que c'est le protocole de Madrid qui dit à la paix et à la science. Voilà. On n'a pas le droit d'exploiter les ressources halieutiques, donc pas de pêche, pas non plus les ressources en minéraux, en minerais, etc. Mais bon, il y a quand même une exploitation commerciale qui peut en être faite et c'est assez inquiétant. D'accord. Voilà. Et sinon, du coup, pour revenir sur ton sujet de thèse à proprement parler, oui. Donc du coup, les données que tu récupérais des capteurs sur les phoques, tu avais dit à la fois des données sur les phoques en eux-mêmes, ouais. Et aussi sur un peu les courants et aussi des données sur l'océan, on va dire. Est-ce que tu peux du coup dire en fait quelles variables tu regardais et quelles questions tu te posais et qu'est-ce que tu en as déduit? Oui. Alors, on a deux types de balises qui sont utilisées. Donc, il y a, pour ce qui est des données depuis 2006, c'est ce qu'on appelle des balises CTD, donc Conductivity, Temperature, Depth. Bref, on enregistre la salinité, la température et la profondeur. Ok. Voilà. Ça, c'est pour les données physiques. Certaines balises enregistrent la fluorescence, mais moi, c'est pas du tout des données que j'utilise. C'est une manière d'étudier les données qui est particulière. C'est vraiment, je les regarde pas du tout. Et après, pour ce qui est de la partie comportement, c'est un peu plus raffiné. J'ai un résumé de la plongée en segments. En fait, il va me segmenter ma plongée en 4-5 segments qui me donnent des profondeurs moyennes. Donc, je peux faire un profil de ma plongée, en fait. Je vais avoir la durée de la plongée, je vais avoir la date à laquelle elle a lieu, et puis après, je vais avoir une position. Et en fait, tout ça, c'est transmis par Argos, par satellite. On ne peut pas récupérer les balises, pas toujours. D'accord. Certaines balises, on peut les récupérer, mais il y en a beaucoup qui se perdent, malheureusement. Donc, heureusement, c'est transmis par Argos. Donc, c'est des données qui sont ce qu'on appelle basse résolution. Et donc, mes positions Argos, il faut que je les corrige, etc. C'est un petit peu compliqué. Et après, l'autre type de balises que j'ai, c'est des balises haute résolution, qui, elles, on récupère et en fait, on les laisse qu'une semaine sur les animaux. Et ça a été utilisé en 2019 et 2022 uniquement, et qui sont des balises que je trouve vraiment incroyables, qui permettent d'avoir aussi un sonar. Donc j'ai une image, entre guillemets, de ce qui était devant l'animal. C'est génial. Quand on étudie son alimentation, on voit les proies passer, c'est super. Et j'ai son accélération dans les 3 dimensions à très 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 fine échelle, 250 Hz. Donc c'est 250 enregistrements par seconde, c'est énorme. Et là j'ai en 3D, je peux vraiment faire parfaitement le truc. Vraiment, Donc ça je les ai étudiés donc, au tout début de ma thèse. Et ça nous permet de décrire son comportement à fine échelle. Et ça permet de décrire ce qu'on appelle les interactions proie-prédateur, c'est-à-dire, en gros, comment il va approcher sa proie, quel type de proie il va approcher, et ensuite, quelle stratégie met en place pour la capturer. Et comme c'est des balises qu'on doit récupérer, il faut qu'il y ait un point d'ancrage qui fait que le phoque revient toujours au même endroit, c'est très pratique, et donc il n'y a rien de mieux qu'un petit veau. Et donc en fait, on étudiait les femelles qui venaient d'avoir un veau, parce que le veau, il reste sur la banquise, il ne sait pas nager, et donc la femelle est obligée de revenir tout le temps. Très pratique quand on cherche à récupérer un animal. Donc j'ai étudié le comportement des femelles pendant la lactation, pendant qu'elles nourrissent leurs petits. D'accord. Et donc on a montré qu'elles continuent de s'alimenter, mais un peu moins. Elles s'alimentent moins profond. Elles vont chasser des proies qui sont seules. Donc c'est pas des bancs de poissons qu'ils vont chasser. Et puis c'est des proies qui sont cachées dans le substrat. C'est assez intéressant. On voit que la proie, en fait, soit elle sort du fond au moment où le phoque arrive, soit elle va y retourner pour se cacher.
Voilà. Et puis après, avec les balises basse résolution, donc les premières, ce qu'on cherche à comprendre, c'est sur une série temporelle aussi longue, pour l'instant, il n'y a aucune étude qui a été faite sur cette espèce. Donc en fait, c'est globalement son écologie, à quoi ça ressemble, où est-ce qu'il va, à quelle fréquence, à quelle profondeur il va plonger, où est-ce qu'il va faire des plongées très profondes, quelle distance il entretient avec le fond, est-ce qu'il va toujours sur le fond, est-ce qu'il va rester longtemps sur le fond avant de remonter, etc. Donc tout ça, c'est la description de son comportement et de son écologie de manière générale. Voilà. D'accord. Et est-ce que du coup, pour le... est-ce que ça leur arrive de chasser en groupe ou est-ce qu'ils restent encore très individuels Alors ça, on n'a pas l'information. On n'a pas l'information parce qu'on a très peu de vidéos sous l'eau, déjà. En fait, donc on n'a pas tellement d'observations sous l'eau. Et puis quand on équipe un animal, il est très peu probable, comme on en équipe 8 ou 9 dans toute la population qui compte 150 individus, c'est très peu probable qu'ils se mettent à chasser tous les deux en même temps. J'aurais tendance à dire que, étant donné leur comportement sur Terre, il y a peu de chances qu'ils chassent en groupe, honnêtement. Et puis ce que je connais des quelques images qui ont été obtenues sous la glace, etc., parce qu'en 2019, on a essayé de mettre des balises pour voir un peu... des petites caméras, pour essayer de voir un peu à quoi ça ressemblait. Ils sont quand même souvent tout seuls. Donc je pense que... Voilà. Je peux pas te garantir parce qu'il n'y a pas d'étude qui a été faite vraiment sur ce point-là précisément, mais non, a priori, ils chassent seuls. Ils peuvent communiquer entre eux, mais... C'est chacun pour soi. Oui, c'est ça. Je te dis, c'est pas du tout une espèce grégaire où, tu vois... Ok. Non, ils sont assez solo. Et du coup, ils mangent quel type de poisson ou de... c'est quoi qui sont leurs proies ? Oui, alors leurs proies, les études qui ont été faites pour l'instant, elles se reposent par exemple sur ce qu'on appelle les contenus stomacaux, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur de leur ventre. Pour ça, on regarde les fesses, donc les déjections. On peut regarder du vomi aussi pour voir ce qu'il y a dans leur ventre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils mangent beaucoup de poissons. Et après, en fait, on trouve aussi des restes de crustacés et de céphalopodes, donc tout ce qui est poulpe, calamar. Et ils ont un bec, en fait. Donc c'est le bec qu'on va retrouver. D'accord. Et le problème, c'est qu'on n'est pas certain que ça soit pas une digestion secondaire. Donc en fait, ce serait retrouvé dans l'estomac du poisson qui a été mangé. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Bon. Après, il y a des observations qui ont été faites de phoques qui remontent à la surface avec un poisson dans la gueule. Donc on sait, il y a quelques espèces qui sont identifiées, on sait que c'est parmi les proies. A priori, ils chassent des poissons. D'accord, voilà. Ok. On peut pas exclure céphalopodes, on peut pas exclure crustacés, mais ça reste à vérifier. Pour ça, il faudrait faire des études plus fines à partir des tissus, donc à partir des échantillons de sang et de moustaches, donc ce qu'on appelle les vibrisses, comme les chats. Et c'est comme nos cheveux, en fait, ça garde la trace un peu de tout ce qu'on a mangé, voilà. D'accord. C'est des études d'isotopie carbone-azote, et ça, pour l'instant, moi, je regarde pas du tout. C'est justement le doctorant qui a commencé cette année. Ces résultats sont très attendus. Ok, d'accord. Non, mais oui, ça reste une question qu'on a besoin de préciser. Après, moi, sur mes données de comportement, comme je sais où est-ce qu'il a chassé le plus souvent, j'ai un index, en fait. Je peux approcher un petit peu pour savoir quand est-ce qu'il a chassé, puisque c'est pas enregistré par la balise. La balise ne sait pas quand est-ce qu'il a chassé ou pas. La balise, elle sait où il est allé et à peu près à quoi ressemble le profil de sa plongée. Ouais. Après, tu vois les accélérations, donc tu te dis... Voilà, donc j'ai pas l'accélération en elle-même, mais j'ai le temps entre chacun des points de mon segment de ma plongée. Et ce temps-là, entre chacun de mes segments, je peux voir si d'un coup il a ralenti de fou, et s'il a beaucoup ralenti, donc c'est cette décélération verticale qui me permet de dire, ok, sur ce segment-là de la plongée, a priori, il y a ce qu'on appelle le hunting time, qui est un indice qu'on utilise quand on n'a pas la donnée exacte, on utilise ça, qui est un proxy de l'alimentation en fait. D'accord. Donc moi je peux savoir à peu près où il s'alimente, à quelle profondeur. On a des données de proies, on va pouvoir essayer de recouper pour savoir, il y a les proies qui se trouvent à peu près à cet endroit-là, enfin cette espèce de poisson qui se trouve à cet endroit-là, il chasse à cet endroit-là, on pense que c'est possible que ce soit une proie pour le phoque de Weddell. Voilà. Mais en fait, dans l'absolu, il n'y a que ce temps entre les différents points. Mais exactement. Tu peux pas vraiment savoir. Ça se trouve, il se pose une question existentielle et du coup, il s'arrête. Et ça se trouve, en plus, il peut très bien chasser un animal et pas l'attraper à la fin.
Ouais, ok. Voilà. Sur les balises de haute résolution, où j'ai vraiment mon accélération dans les 3 dimensions, là c'est très précis, et je peux savoir le moment où il a avancé la tête d'un coup rapide. Là, c'est très probable qu'il avance la tête parce qu'il y avait quelque chose devant. Voilà, ce qu'on appelle les tentatives de capture de proie, et on insiste sur le tentative parce que malgré tout, je ne sais pas si la proie a été capturée. Même avec mon sonar, je ne sais pas si la proie a été capturée ou pas, j'en ai aucune idée. Donc forcément, on a des approximations, on approche le comportement, mais on ne peut pas savoir exactement s'il l'a mangé ou pas, quoi. D'accord. Est-ce qu'il a des prédateurs ? Oui, il a des prédateurs. Alors, il n'a pas de prédateurs terrestres, déjà, très important, raison pour laquelle il passe son temps à se dorer au soleil sur la banquise, et qui, quand on l'approche, il n'a pas peur de nous du tout, parce qu'il n'a pas de prédateurs terrestres. Alors après, il a des prédateurs, donc les tout petits veaux, les bébés phoques, s'ils sont un peu malades ou un peu fébriles, ils peuvent se faire un peu embêter par les squats, qui sont des oiseaux qui ressemblent un peu à des très gros goélands, avec un bec très méchant. Enfin, vraiment, ils attaquent les manchots et tout. Enfin, voilà. Mais ils se nourrissent de ce qu'il y a sur la banquise, quoi. Et donc, ils peuvent se faire un peu embêter par ça quand ils sont petits. Ils peuvent se faire un peu embêter par les léopards de mer quand ils sont petits. Et puis, à l'âge adulte, c'est des animaux qui font 250, 350 kilos, quoi. Ouais, donc c'est vraiment des gros machins. Et l'orque, par exemple, c'est un prédateur. Sauf que l'orque ne s'aventure que très peu sous la fast ice, donc cette glace de mer qui est très proche des côtes. Elle y va pas. C'est une des raisons pour lesquelles le phoque de Weddell reste et n'essaye pas d'accéder à l'eau par le bord de la banquise, mais fait des trous directement dans la banquise pour rester, pour s'en protéger. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'orques sinon qui circulent. C'est vraiment un gros risque qu'ils prennent si. Alors je sais pas tellement si c'est un gros risque qu'ils prennent. Je connais pas la distribution des populations d'orques, à vrai dire. Je sais juste que c'est un prédateur pour les phoques de Weddell comme pour beaucoup d'autres espèces de phoques en réalité. Moi j'en ai pas vu sur ma traversée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. mais non, je sais pas exactement quel risque ils prennent. Dans l'ensemble, c'est quand même des prédateurs qui sont assez hauts quand même, hein, dans la chaîne alimentaire. On appelle ça des prédateurs supérieurs. Ils sont plutôt prédateurs que prédatés. Voilà. D'accord. Après, oui, parce que je me dis, s'ils prennent quand même la peine de forer un trou avec leurs dents. Oui, simplement. Alors après, des fois, il y a quand même la glace de mer, elle est soumise aux variations de marée, elle est soumise. Et puis il y a beaucoup de ce qu'on appelle des cracks, donc des fissures. Ça lui permet aussi d'accéder à l'eau. Pas obligé de faire un trou. Il peut partir d'une fissure pour faire un trou d'ailleurs, mais voilà. D'accord. Et tu disais aussi que l'autre type de données, c'était sur un peu les océans et sur la variation, les variations qu'on peut observer. Est-ce que du coup tu peux en dire plus sur l'étude des océans avec ces balises ? Alors, c'est pas l'objectif premier du programme. L'objectif premier du programme, c'est vraiment l'écologie de l'espèce. Voilà. Il se trouve que les balises enregistrent aussi des données océanographiques. C'est très important de rappeler que les données océanographiques, elles ne sont pas... c'est pas l'objectif à la base, puisque il faut pas prendre les phoques de Weddell pour des espèces d'explorateurs, des petits drones là sous l'eau qui peuvent nous donner des infos. C'est pas du tout le but. Pour les données océanographiques, en fait, j'ai pas commencé à les regarder, très sincèrement. J'ai pas commencé à les étudier. Ça va venir un peu plus tard dans ma thèse, parce que la partie comportementale, elle était vraiment très, très, très longue, et c'est vraiment le cœur vraiment de ma thèse. Donc pour les résultats, je peux pas trop t'en parler plus que ça. Après, voilà, j'insiste juste sur le fait que c'est l'objectif premier, c'est de faire de l'écologie animale. Et comme toute discipline, tout sujet en écologie, l'écologie, ça s'intéresse à l'interaction entre des êtres vivants et leur environnement, donc on regarde l'environnement aussi, en fait. Ouais, voilà. D'accord. Voilà. Et en parlant d'environnement, tu avais mentionné l'événement du glacier qui s'est détaché. Ouais. Est-ce que tu peux en dire plus et donner quelques chiffres pour qu'on se rende compte un peu de qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Alors c'était en 2010. Donc en fait, le glacier, c'est le glacier du Mertz, qui est un très très gros glacier qui est situé à l'est de la station.
En fait, juste à côté de la station, il y a un glacier qui est un petit peu plus petit, qui s'appelle le glacier de l'Astrolabe. Lui, il est vraiment accolé à la station. Et puis, il est un peu plus loin, le glacier du Mertz. Il y a 1 ou 2 baies qui séparent la station de ce glacier-là. Et en fait, ce glacier, il avait la particularité d'être très grand par rapport aux glaciers qu'on peut trouver en Antarctique. Et donc, les glaciers en Antarctique, c'est des glaciers qui flottent sur l'eau. Voilà, c'est des langues glaciaires, c'est pas du tout comme les glaciers de montagne, etc. D'accord. Ils ont une partie qui est attachée au continent, mais la langue glaciaire en fait se poursuit au-dessus de l'eau et flotte. En fait, donc on mesure la hauteur de la marée avec les glaciers, etc. Très pratique. Et en fait, ce qui s'est passé, donc il y avait un énorme iceberg qui lui-même venait d'un glacier précédent qui avait largué, puisqu'en fait les icebergs, la plupart des icebergs, ils sont issus du largage régulier de morceaux de glace du bout des glaciers. D'accord. Voilà. C'est un phénomène qui est régulier, ça libère de la glace au fur et à mesure. Ça fait des icebergs qu'on appelle des grands tabulaires, parce qu'ils sont très plats en haut, puisqu'ils sont issus d'un glacier, donc c'est plat. Et il y a un de ces icebergs, qui a tapé le bout de la langue et qui a séparé la langue glaciaire. Et donc ça a coupé en fait le Mertz. Et en fait, ce glacier du Mertz, il a une très grosse influence sur les conditions océanographiques et de glace de mer dans la zone, puisque il y avait juste à l'ouest de ce glacier, donc juste entre la station et ce glacier, une zone d'eau libre qui se libérait régulièrement. Ça, on appelle ça une polynie. Les polynies, c'est des zones où en fait la glace de mer ne se maintient pas. Voilà. Et donc, ça fait une zone d'eau libre qui peut être gigantesque. Ça peut être vraiment très très grand, c'est immense, qui est une zone très importante parce que ça permet un accès à l'eau libre. Et puis après, il y avait toute une influence sur la circulation des masses d'eau dans la zone. Et donc en fait, à la suite de ce vélage, on a observé un changement complet de la distribution de la glace de mer dans la zone, puisqu'il n'y avait plus ce glacier qui retenait et qui faisait vivre cette polynie. Et on suppose qu'il peut y avoir des changements sur la distribution des masses d'eau. Une masse d'eau, c'est défini par une densité, donc une température et une salinité. Et ces masses d'eau, en fonction de leur densité, elles vont induire une circulation particulière. Et c'est assez intéressant puisque la zone de la Terre Adélie, c'est une zone où on a une formation d'une eau qui est très froide, très salée, donc qui est très dense et qui va couler au fond. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu comme un tapis roulant. Enfin, il y a une masse d'eau qui coule, ça va en chasser une. Et en fait, ça, ces eaux très très froides qu'on appelle les eaux antarctiques profondes, elles vont participer activement à la circulation thermohaline. Et la circulation thermohaline, c'est la circulation de l'océan global. D'accord. Donc l'importance qu'a la formation de ces eaux denses très très froides en Antarctique pour le niveau au niveau mondial sur la circulation des océans, c'est vraiment fondamental. Donc c'est assez intéressant d'étudier aussi. Alors moi, à l'échelle des données que j'ai, je pense pas du tout être capable de reconstituer la circulation des masses d'eau dans la zone. En tout cas, on peut contribuer à donner des informations sur quelle masse d'eau se trouvait à proximité. Voilà. D'accord. Je ne vais pas être trop ambitieux avec les données que j'ai, mais ça participe à un effort collectif, quoi. D'accord. Et est-ce que du coup ça a eu un impact aussi sur un peu l'écologie des phoques ou pas tant que ça? Ouais, alors ça c'est un travail que j'ai fini là tout juste récemment d'ailleurs, donc c'est très bien. En gros, j'ai regardé 2 choses. J'ai regardé leur comportement de manière générale, à quelle fréquence ils plongeaient, quand est-ce qu'ils plongeaient, à quelle profondeur, etc. Et puis j'ai regardé vraiment leur comportement d'alimentation. À quelle profondeur ils s'alimentaient, donc combien de temps ils passaient à s'alimenter. Et ce que j'ai observé, c'est qu'il n'y a aucun changement sur l'alimentation. Ils s'alimentent aussi souvent, aussi longtemps, avant et après cet événement de la brisure du glacier. Par contre, ils vont beaucoup plus profond. Ils vont faire des plongées qui sont en moyenne à 100 mètres plus profond. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est des plongées, alors en moyenne, l'animal, il peut plonger à 200, 400 mètres. Voilà, en gros. Il y a un maximum enregistré historiquement dans la zone que j'étudie qui est à 952 mètres. Mais en gros, sur mes données, c'est ça. Donc en fait, 100 mètres de plus, ça fait beaucoup finalement à l'échelle des plongées. Et puis il va pas dans les mêmes zones. Voilà, il va pas du tout dans les mêmes zones avant et après cet événement-là de brisure de glacier. Il va un peu plus à l'ouest, justement, à l'est, de la station, un peu plus là où avant il y avait cette polynie, cette fameuse zone d'eau libre. Il a l'air d'y aller, puis la répartition de la glace de mer, elle a changé, alors du coup, il va pas exactement dans les mêmes endroits.
ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va plus profond, vraiment, pour une activité d'alimentation qui a l'air d'être la même. Donc un effort de nage supérieur pour une activité d'alimentation qui ne change pas. Après, c'est à modérer parce que ça, c'est des données donc, qui sont enregistrées sur la période de l'hiver, à peu près, donc après la mue, en gros. C'est le moment où on n'est pas sur place. Et j'ai des données qui sont enregistrées jusqu'en 2009. Et puis mes données, elles reprennent en 2019, sachant que l'événement du glacier, c'était en 2010. Donc j'ai un gros trou quand même. Ah ouais, ok. Je peux pas dire ce qui s'est passé directement après, mais je peux dire 10 ans à peu près, 9 ans après cet événement-là, voilà les conséquences. Voilà. D'accord. J'ai quand même un gros trou. Ouais, non, c'est sûr que là... Et parce qu'en fait, il est quand même assez incroyable. Enfin, t'avais dit qu'il y a un maximum de plongée à plus de 900 mètres. Ouais. Parce que même la plupart des sous-marins, je sais pas s'ils descendent... Alors, c'est même pas l'espèce de phoque qui va le plus profond. Enfin, je veux dire, il y a les éléphants de mer. Les éléphants de mer, eux, ils vont à 1000 mètres, pas de problème. Voilà. Mais ils sont très très forts. Ils sont beaucoup plus gros que les phoques que j'étudie. Non, alors après, ils ont forcément, ils ont des adaptations, ils ont un métabolisme. Le métabolisme des phoques de Weddell, il est assez étudié, justement, pour connaître un peu quelle est la limite à partir de laquelle il aurait théoriquement plus assez d'oxygène pour supporter le truc, et oui, en fait, il switch en fait de métabolisme. D'accord. Il passe à un métabolisme un peu économie d'énergie, quoi, en gros. Ouais. C'est à peu près autour de 13 minutes, je crois, de plongée. Donc c'est quand même déjà beaucoup. Ouais. Et moi, dans mes données, j'ai plusieurs plongées qui peuvent faire 20 minutes, quoi. D'accord, ouais. Donc il se ralentit un peu, et puis voilà. Bon, après, c'est des prédateurs plongeurs. Il passe quand même 80% de son temps dans l'eau. Il a énormément évolué pour pouvoir supporter ces plongées-là, quoi. Non, c'est sûr, ouais. Et du coup, il reste en moyenne 15 minutes dans l'eau, quoi, à peu près. Oui, la moyenne, elle est à 13-15 minutes, ouais. D'accord. Entre ces eaux-là. Et il y a un record enregistré ou j'ai pas regardé le record de durée, c'est vrai. Ça aurait été marrant de regarder le... Moi, le record de profondeur que j'ai, c'est la même donnée que celle dont je parlais, c'est le 952 mètres, qui est le record à l'échelle du continent antarctique. Attention. Mais ouais. Et est-ce que c'est une des principales espèces, tu dirais, du continent antarctique ou c'est une espèce un peu minoritaire En effectif ? Oui, en effectif, ouais. En effectif, j'ai pas les chiffres sur les autres espèces. Je ne sais pas, même s'il y a eu des comptages qui ont été faits sur les autres espèces. Je pense que... Alors, c'est une espèce qui est très commune, en tout cas. Ça, c'est certain. C'est une espèce qui est très commune, qu'on trouve vraiment sur tout le territoire. Enfin, sur toute la côte antarctique. Il n'y a pas tellement de zones où il n'y en a pas. D'accord. Après, il y a d'autres espèces de phoques. Enfin, voilà, il y a le phoque de Ross, par exemple, qui est connu pour être un peu moins facile à voir. En fait, l'intérêt de cette espèce, c'est vraiment qu'elle est dépendante de cette fameuse fast ice, qui est la glace de mer, qui est accolée au continent et à l'ice shelf, donc à la glace du continent. Et les autres espèces de phoques peuvent être un peu plus loin, donc plus difficiles à observer. Il y a un vrai biais, en fait, dans l'observation de ces espèces, du fait qu'on est dépendant des stations, en fait. Donc il y a quand même un gros biais par rapport à ça, quoi. D'accord. Voilà. C'est une espèce commune, mais aussi c'est une espèce qui est facile à observer, en fait. D'accord, ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu des moments pendant ta thèse qui t'ont particulièrement surprise ou en fait c'était surtout un peu de la documentation de l'espèce du phoque et du coup il n'y a pas eu de moment où tout est devenu clair? Ouais, c'est assez marrant comme question parce que en fait ma thèse, comment dire, je passe un peu mon temps à regarder des trucs en me disant ah mais c'est quand même incroyable de se dire que personne n'a jamais vu ça, et en fait la figure qui s'affiche à mon écran, c'est de la découverte, en fait. Enfin, il y a un peu ce truc là, quoi. Oui. Où en fait ces données là personne les a regardées en détail, jamais. Enfin voilà. Et donc moi quand je regarde des trucs, je me dis mais c'est fou, quoi. Enfin, et parfois avec ma directrice de thèse ça arrive où on se dit mais c'est quand même incroyable qu'ils fassent ça. Enfin, en fait ça arrivait plein de fois, voilà. Et là, comme je disais récemment, j'ai terminé un peu toute cette partie de travail sur comportement vraiment général, avant de regarder la partie plus océanographie. Et puis là, récemment, on a fait une grosse réunion avec toutes les personnes avec qui je travaille pour présenter les résultats et puis se mettre d'accord sur le fait que, voilà, on écrivait un papier, on continuait, etc. Et puis à la fin, on s'est dit, ah mais
on a quand même un super truc à raconter, quoi. Donc en fait, ça arrive assez régulièrement. D'accord. En vrai, ça arrive régulièrement. Je pense que quand j'ai commencé, que j'ai étudié les images sonars, et que j'ai vu les proies sur les trucs, je me suis dit, mais c'est complètement fou. Il y a un poisson qui a 400 mètres de fond et il est là, quoi. Ouais. Voilà. Tu peux voir l'expérience du phoque à la première personne, quoi. Ouais. C'est énormément de travail de code, énormément de travail d'ordinateur, c'est énormément de travail assis sur une chaise, à essayer de faire résoudre un bug informatique, de trucs. Il y a beaucoup de ça. Vraiment beaucoup. Pour des moments d'éclat. Voilà, et ça compense beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a autant ? C'est parce que les données sont pas dans les bons formats ou Alors, c'est parce que la codeuse, c'est-à-dire moi, n'est pas très forte, mais... Non, en fait, moi j'ai une formation d'écologue. Et j'ai eu des cours de code pendant mon master, mais pas tant que ça. Et aujourd'hui, l'écologie passe beaucoup par l'informatique et passe beaucoup par les maths. Et donc, je me mets à niveau en même temps que je découvre les choses. Donc, il y a une grosse partie qui vient du fait que j'ai 3 directeurs de thèse, dont un, c'est David Nerini, qui travaille au MIO à Marseille, qui, lui, est vraiment très fort en mathématiques et très fort en code. Et je lui dois tellement de temps gagné sur ce qu'il m'a expliqué. Après, c'est le travail de code. Il y a beaucoup de modélisation dans mon labo. Donc moi, j'y connais pas grand-chose, mais je peux discuter avec les collègues qui, eux, font de la modélisation et ils passent leur journée à résoudre, pareil, des petits problèmes de code. Je pense que c'est inhérent, en fait, au code informatique. Ok. Ça fait pas toujours plaisir. Par contre, quand le code fonctionne, mais là, c'est la joie. Ça fait très plaisir. Je pense au changement climatique. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, et particulièrement pour un peu l'écologie de l'Antarctique. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu observer ou qu'on a observées et comment est-ce que les choses vont évoluer à l'avenir si on continue d'aller sur une trajectoire de réchauffement des températures moyennes ? Ouais, alors... déjà, un point important, c'est que les impacts du réchauffement climatique au niveau des pôles est beaucoup plus important que les impacts qu'on observe à d'autres endroits, comme par exemple en France. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que le réchauffement des températures, il est beaucoup plus important au niveau des pôles qu'ailleurs. Déjà, c'est un point fondamental. L'espèce sur laquelle je travaille et beaucoup d'autres espèces en Antarctique, ça dépend beaucoup de la banquise, et donc forcément, le réchauffement des températures, pour la banquise, c'est pas une très bonne nouvelle. Après... il y a une différence entre l'Arctique et l'Antarctique. En Arctique, on observe une fonte globale de la calotte de glace, en gros partout. Voilà, c'est un peu simplifié, je ne suis pas spécialiste, mais c'est partout. En Antarctique, c'est régionalisé, l'évolution de cette banquise. Il y a des zones où on a une fonte, une disparition massive de la banquise. Et puis des zones où, en fait, soit il n'y a pas tellement de changements, soit c'est pas hyper facile à distinguer. Maintenant que ça c'est dit, ça s'est observé depuis plusieurs années. Et il y a beaucoup de recherches qui est faite en ce moment pour essayer de comprendre pourquoi, déjà, pour essayer de savoir comment ça va se passer à l'avenir. Et il y a une hypothèse qui est quand même assez bien étayée, qui propose que... il y a une forme de changement de régime, en fait, qui est en train de s'opérer, où cette espèce de relative différence au niveau du continent, sur des zones où ça fond, des zones où ça fond un peu moins, en fait, ça va changer. Et on verra de la fonte partout. Voilà. Tout ça, c'est pas trop mon domaine. Donc, pour te donner des chiffres ou des trucs comme ça, je peux pas. Par contre, je peux juste te dire que la menace du changement climatique en Antarctique, c'est quelque chose qui est observé dès maintenant. À mon échelle et à l'échelle en fait plus globalement de la série temporelle que j'ai, qui est d'une 20aine d'années, je peux pas décrire un changement climatique parce que c'est une trop petite échelle temporelle. J'ai pas assez d'années, j'ai pas assez de mois de données. Voilà, je peux pas parler de l'adaptation des phoques au changement climatique. Ça, je peux pas le faire. D'accord. Par contre, je peux parler avec des collègues qui, eux, sont sur le terrain depuis 30 ans, 40 ans et qui disent qu'eux, ils voient des différences. Je peux parler avec des collègues qui travaillent sur des données de climat, d'océans et de glace depuis des dizaines d'années et puis qui font de la modélisation qui permet de voir ce que ça pourrait donner dans le futur. Et en fait, je n'ai pas de date à partir de laquelle il n'y aura plus de glace en Antarctique. Ça, je sais qu'elle existe, mais je ne la connais pas. Mais par contre, non, on a de la fonte, de la banquise, c'est assez inquiétant. Ouais. D'accord.
Et toi, du coup, pour la suite de ta carrière, t'aimerais bien retourner en Antarctique, j'imagine? Alors, c'est une question qui est en débat dans moi-même. En ce moment, en fait, non, j'aimerais beaucoup, parce que c'est magnifique, et parce que maintenant que j'y suis allée et que j'en peux réaliser mon rêve d'y aller, etc., formidable, en fait... c'est plus qu'un rêve, en fait, c'est vraiment une passion. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un endroit fantastique, quoi. Fabuleux à étudier et tout. Après, le truc, c'est que, j'en parlais juste avant, mais il y a des émissions carbone. Et c'est une recherche, forcément, qui a un bilan carbone qui est assez lourd, puisqu'on prend l'avion, puisqu'on prend le bateau, puisque ce sont des groupes électrogènes qui font tourner la station. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont, à mon avis, qui posent un peu problème par rapport aux valeurs que j'essaye de porter dans mon quotidien et même à la raison pour laquelle je fais de l'écologie scientifique, donc l'étude des êtres vivants dans leur environnement. C'est aussi par conviction personnelle. Donc pour la suite, donc, ce seront des contrats postdoctoraux, normalement. Après une thèse, on fait des contrats postdoctoraux, c'est des contrats courts dans des laboratoires. On peut les faire à l'étranger ou les faire en France. Et puis après, c'est postuler à un concours du CNRS. Voilà. J'ai pas de date, j'ai pas de période où je pourrais le faire. C'est assez compliqué d'obtenir un poste, en fait. Donc c'est assez flou. Mais je sais que, à terme, j'aimerais travailler sur un sujet dont le terrain est en France. D'accord. Pour ne pas avoir à retourner là-bas trop souvent. Je suis triste, mais voilà. Et si je ne peux jamais retourner en Antarctique de ma vie, c'était pas une catastrophe non plus. D'accord. T'es en paix avec... J'ai coché, justement. Ouais. Du coup, on se dirige petit à petit vers la fin du podcast. Ouais. Si quelqu'un qui écoute ça a pour rêve absolu... peut-être une autre Adélie, on sait d'aller en Antarctique. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? En fait, t'as donné aussi un petit peu les deux côtés de l'argument en mode c'est incroyable, mais d'un autre côté, il y a aussi l'aspect environnemental et le coût écologique d'aller sur place. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne et qu'est-ce que tu lui dirais? Alors... faut y aller. C'est une très bonne idée. Alors, ça dépend un peu parce qu'en fait, il y a plusieurs voies en fait pour aller en Antarctique. Il y a la voie de la recherche, mais il n'y a pas que la voie de la recherche. Voilà, j'ai discuté avec des gens qui avaient fait des CAP, menuiserie, en se disant tiens, je pourrais aller en Antarctique, quoi. Il y a Météo France aussi qui envoie. Il y a toujours au moins 2 ou 3 personnes de Météo France sur la station qui y sont. Donc il y a plein de voies en fait pour aller en Antarctique. Il y a le site internet de l'Institut Paul-Émile Victor, qui est l'Institut polaire français, qui se charge du recrutement pour les missions, qui diffuse régulièrement les appels pour les volontaires service civique. C'est un site à consulter. Et puis après, globalement, il y a quand même régulièrement des rencontres, il y a régulièrement des conférences, etc. Non, il faut aller voir les gens et puis leur demander comment vous avez fait quoi, pour y aller. Enfin, en fait, c'est ce que j'ai fait, quoi. Ouais. Et c'est pas du tout inaccessible. D'accord. C'est pas facile. Mais il faut un peu attendre le bon moment. Moi, j'avais très envie d'y aller dès la fin du bac. Enfin, je me disais, c'est formidable, je vais faire un volontariat service civique. Non, ça ne s'est pas passé. Et voilà, le bon moment, c'était 8 ans après, pendant que je fais une thèse. Voilà, c'était ce moment-là, quoi. D'accord, ok. Non, faut en discuter. Faut essayer de rencontrer, faut envoyer des mails. En réalité, la plupart des gens qui travaillent sur l'Antarctique sont trop contents de partager parce qu'ils sont tous passionnés par cette région. On a tous envie de partager avec les autres. Donc moi, je suis très heureuse d'ailleurs, je sais jamais. Faut pas hésiter, il faut contacter les gens. C'est un petit milieu, c'est un petit réseau, tout le monde se connaît. Une fois qu'on est dans le réseau, c'est bon, mais il faut un petit peu se faire connaître. Et est-ce que tu as soit des livres, soit ça peut être des albums photos, ou des blogs, des chaînes YouTube peut-être, qui parlent et montrent des images de l'Antarctique, dont on pourra mettre les références en description pour des gens qui veulent admirer sans forcément aller sur place, quoi. Ouais, il y a le blog en fait de la station du Mont d'Urville qui est tenu d'ailleurs par le chef de district, et puis parfois il peut y avoir des gens qui témoignent, donc ça c'est marrant, il y a plein de photos et puis c'est du sur place, quoi. Enfin, je veux dire, c'est les gens sur place qui écrivent et qui mettent leur quotidien, donc ça il est très marrant ce site. Alors après, il y a le livre de photos de Frank Huxley que j'avais quand j'étais petite.
j'y tiens. Je me souviens plus du titre, je crois, mais... Et puis après, il y a il y a le livre de bord de Shackleton, l'Odyssée de l'Espérance, je crois que c'est ça le titre. Peut-être. Je te donnerai la référence. Ça marche. Que j'ai lu sur le bateau en vomissant allègrement, mais c'était super. Voilà. Non, ouais, voilà, je dirais ça, quoi. Et puis bon, après, il y a des classiques, La Marche de l'Empereur, des trucs comme ça. Ah si, j'ai beaucoup aimé La Glace et le Ciel, qui est un documentaire sur Claude Lorius, qui a des superbes images. Ça raconte un peu sa recherche. C'est très intéressant. Je recommande. Voilà. Ah, super. Merci beaucoup, merci Adélie. Bah ouais, merci de l'invitation.